Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière des caisses Desjardins de la Basse-Lièvre et du Cœur des Vallées, qui se distinguent par leur nature coopérative et leur implication au sein de la communauté. Jeudi 14 mars 2013. À Infomag ce soir, c'est Show Production à la rescousse de Buckingham en Fête. Maxime Pedneau-Jobin, seul candidat à la chefferie d'Action Gatineau. CSCV, pas de fusion souhaitée pour le moment. Et une entrevue avec le président de la Fédération des TVC autonomes. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à Infomag, votre magazine d'information locale. Eh bien, on commence notre bulletin ce soir en parlant de la nouvelle qui a fait le tour du monde hier, c'est-à-dire l'élection du pape François Ier à la tête de l'Église catholique. Évidemment, plusieurs personnes ont été surprises qu'un Argentin dont le nom n'avait pas vraiment circulé parmi les cardinaux papables soit élu au 5e tour de scrutin. L'archevêque de Gatineau, Paul-André Durocher, était en réunion dans le coin de Trois-Rivières lorsqu'il a appris la nouvelle. Il a été lui aussi surpris, mais ravi de cette élection. Je l'ai rejoint un peu plus tôt par téléphone. Moi, je suis allé à l'Internet tout de suite pour découvrir ce que je pouvais trouver à son sujet. Et le plus que je découvrais, le plus j'étais vraiment heureux de cette nomination-là. Oui, je trouve que l'expression pape de transition est totalement erronée. Un pape de transition, ça voudrait dire quelqu'un qu'on élit pour tenir la place en attendant d'être capable d'en choisir un qui va vraiment faire la différence. Et je ne crois pas du tout que c'était l'intention des cardinaux d'élire quelqu'un qui ferait seulement, on pourrait dire, maintenir le fort, là. Non, je crois que c'est l'homme de l'heure. Les cardinaux ont identifié quels étaient les besoins. Ils ont regardé autour d'eux. Ils se sont dit, bon, c'est lui. Il est peut-être un peu âgé, mais c'est lui dont on a besoin. Il est l'homme de l'heure. Autre virement dans ce qu'on peut dorénavant appeler la saga de Buckingham en Fête. En effet, il semblerait bien que tous les espoirs soient encore permis pour sauver l'édition 2013. On peut rappeler que les livres comptables de la dernière édition n'avaient pas encore été complétés le mois dernier et que plusieurs créanciers n'avaient pas encore été payés. On se doutait qu'on devait faire face à un déficit, mais on en ignorait l'ampleur. Dans un communiqué envoyé hier, la corporation précise que le déficit s'établirait à environ 20 000 $, ce qui ne mettrait pas la survie du festival en péril. Comme on vous l'apprenait en début de semaine, l'offre du Carrefour culturel Estacade pour assurer la permanence du festival avait été rejetée. Eh bien, on apprenait hier que c'est la firme privée C'est Show Production de Gatineau qui va fournir la permanence administrative pour assurer la tenue de l'événement 2013. Le conseiller de Buckingham, Maxime Pedneau-Jobin, qui siège sur le conseil d'administration, soutient que l'entente va devoir être entérinée par la ville de Gatineau. C'est une bonne nouvelle, mais ça reste à confirmer. Là, il y a des discussions qui ont lieu. Il y a un plan d'action qui est en train d'être fait et il faut que ça soit endossé par la Ville. Moi, je le répète, on a besoin, avant de décaisser le 80 000 qu'on donne à Buckingham en Fête, on a besoin d'avoir des livres vérifiés. Là, on sait que les chiffres, c'est pas mal intéressant. C'est pas quelque chose c'est quelque chose de raisonnable là, comme déficit, mais on a besoin de données, on a besoin de documents, on a besoin d'avoir des garanties que tout va bien du point de vue financier avant de s'enthousiasmer trop pour cette solution-là. Moi, je le répète, si la Ville continue d'investir, c'est parce que la maison est en ordre. Donc, pour moi, je vais me garder une petite gêne avant de fêter, mais oui, c'est un beau développement. Le commissaire scolaire à la CSCV, Jocelyn Fréchette, siège sur le conseil d'administration du Carrefour culturel Estacade. Hier, lors de la réunion des commissaires, il a tenu à préciser que tous les efforts avaient été faits pour que le Carrefour culturel puisse s'associer à Buckingham en Fête. Il a tenu à rappeler que l'organisme de Buckingham possède toute l'expertise requise pour relever un tel défi. C'est notre créneau. Le Carrefour culturel Estacade, c'est leur créneau de produire des événements. C'est dans leur nature. Donc, c'est pour ça qu'on avait trouvé, dans le fond, une possibilité de pouvoir leur permettre, en plus d'avoir 2 postes au niveau de notre conseil d'administration, pour pouvoir influencer des décisions
Je pense que l'offre était intéressante, était raisonnable. Malheureusement, comme on n'a pas venu à un consensus, à faire consensus, on est obligé, dans le fond, d'accepter leur décision. Et ça a été l'ensemble pas mal des discussions que j'ai eues dans le quartier culturel de la SACAD au cours des dernières semaines. Le Parti municipal Action Gatineau a présenté ce matin son cahier final des propositions qui vont être discutées lors du congrès des 22 et 23 mars prochains. On en a profité pour lancer une plateforme web qui va permettre aux citoyens, qu'ils soient membres ou non du parti, de discuter et de voter sur une dizaine de propositions tirées du cahier de propositions. On peut noter que la plateforme a été créée par une entreprise de Gatineau et qu'on peut la retrouver sur le site web www.cocorico.org. Par ailleurs, on sait déjà que le chef intérimaire du parti, Maxime Pedneau-Jobin, devrait être nommé officiellement le 23 mars prochain, étant donné qu'il est le seul à avoir soumis sa candidature. Par contre, les membres du parti vont devoir confirmer sa candidature. M. Pedneau-Jobin aurait souhaité qu'une véritable course ait lieu. Bien, ça aurait été intéressant d'avoir une course. En même temps, c'est sûr que ça fait en fait des années là, que je travaille à rassembler des gens qui veulent du changement pour Gatineau. Donc, c'était un peu... je ne suis pas étonné qu'il n'y ait pas eu de compétition, là. Oui, pour moi, un colistier, c'est mieux pour la démocratie. Ça veut dire que le chef de l'opposition se retrouve à la table s'il est défait à la mairie. Pour moi, c'est un beau mécanisme pour avoir des conseils plus forts. Mais si on ne l'a pas, moi, je me présente quand même. Le président du Parti Action Gatineau, Patrick Duguay, devrait lui aussi être élu, étant donné qu'il n'a pas non plus d'adversaire. Les commissaires de la commission scolaire au cœur des Vallées ont voté hier soir pour demander une circonscription électorale supplémentaire lors de la prochaine élection scolaire qui va avoir lieu le 2 novembre 2014. Précisons qu'actuellement, on compte 17 commissaires et 2 commissaires par an. La loi prévoit que le nombre va être réduit à 9 dès la prochaine élection pour la CSCV, mais une commission scolaire peut faire une demande pour ajouter entre 1 et 5 circonscriptions. Eh bien, certains commissaires auraient souhaité qu'on fasse une demande pour 2 circonscriptions supplémentaires après qu'un vote serré a eu lieu, soit 8 contre 7. La CSCV va donc demander officiellement l'ajout d'une circonscription supplémentaire à la ministre Marie Malavoie. Les commissaires ont également discuté du plan d'action pour le renouvellement des commissions scolaires qui visait à évaluer la possibilité de regrouper certaines commissions scolaires. Eh bien, après avoir évalué les avantages et les inconvénients d'entamer un processus de fusion, il a été proposé que toute analyse de faisabilité pour un projet de fusion de la CSCV avec une ou d'autres commissions scolaires soit reportée à l'année scolaire 2014-2015. Cependant, cela n'exclut pas la collaboration avec les autres commissions scolaires, comme a tenu à le préciser le commissaire Raymond Ménard. On pouvait, à l'occasion, regarder certains dossiers où on pourrait faire des mises en commun pour économiser, pour sauver des frais. On est ouvert à ça. On est ouvert à explorer, quand l'occasion se présentera, des opportunités peut-être pour faire certaines mises en commun. Il s'agit d'identifier là où c'est possible, puis là où c'est réaliste, puis là où ça peut être payant. Mais dans un contexte où on sait que les compressions nous font mal, puis vont nous faire de plus en plus mal, s'il y avait des opportunités de certaines mises en commun, je pense que, en ce qui me concerne, moi, je le verrais comme étant intéressant à regarder. C'est en fin de semaine prochaine que les libéraux du Québec vont choisir celui qui va remplacer Jean Charest à la tête du parti. On sait qu'Alexandre Iraca, le député de Papineau, est le seul député de la région à appuyer Philippe Couillard. M. Iraca est confiant que l'ex-ministre de la Santé va être élu, mais il demeure quand même prudent. Écoutez, la dernière campagne à la chefferie pour le Parti libéral s'est tenue en 1983. Donc, ça fait longtemps parce qu'avant ça, il y a toujours eu des couronnements. Il y a une vraie course avec 3 bons candidats, M. Bachand, M. Moreau et M. Couillard. Évidemment, moi, j'ai appuyé M. Couillard dès le début, même avant qu'il se positionne comme candidat. 2 des 3 candidats siègent déjà à l'Assemblée nationale. Alors, moi, je suis persuadé que M. Couillard va remporter. Sans dénigrer les 2 autres candidats, mais je pense que c'est le chef d'État que ça prend au Québec. Et à ce moment-là, on verra comment la procédure va suivre. Est-ce que certains candidats vont se remettre en question au niveau de leur carrière et que ça va créer des comtés de libre, peut-être, on verra.
Mais quoi qu'il en soit, on aura un nouveau chef la semaine prochaine. Une trentaine de personnes étaient réunies hier après-midi dans le cadre d'une réception de reconnaissance pour les bénévoles du cimetière Saint-Grégoire. La réception avait été organisée pour remercier ceux et celles qui se sont impliqués bénévolement et gratuitement dans le projet d'amélioration et d'embellissement du cimetière. En tout, 7 projets majeurs ont été réalisés grâce à des entrepreneurs et à des individus qui ont fourni gratuitement matériaux, main-d'œuvre, équipements et savoir-faire. Pour le marguillier responsable du cimetière, Jacques Foucault, il était essentiel de remercier tous ces bénévoles. Le but de cette petite réception-là, c'est de remercier tous ces gens-là qui ont donné leur temps, qui ont donné aussi des matériaux pour améliorer notre cimetière, parce qu'on sait que là, il y a tellement de choses qui ont été faites dans ce cimetière-là, mais ça a tout été fait avec des dons de contracteurs, de bénévolat aussi, de main-d'œuvre. Et puis, c'est pour ça que je tiens à les remercier en prenant un petit café comme ça. Comme plus d'une quarantaine de télévisions communautaires au Québec, TVC Basse-Lièvre est membre de la Fédération des télévisions communautaires autonomes. Cette fédération a pour but de défendre les intérêts de ses membres et de promouvoir le développement de la télévision communautaire. Le président de la Fédération, Sylvain Casavant, qui était également directeur général de TV Rive-Sud, était de passage dans la région en début de semaine. J'en ai profité pour le rencontrer dans nos studios pour parler des grands enjeux des TVC autonomes au Québec. Sylvain Casavant, vous êtes le directeur général de TVRS, qui est la télévision communautaire sur la rive sud de Montréal. Tout à fait. Depuis 22 ans, vous êtes donc en mesure de connaître l'importance d'une télévision communautaire au sein d'une communauté. Tout à fait. Tout à fait. Et j'y travaille, comme vous le disiez, depuis 22 ans. Et particulièrement, je dirais, depuis 3 ans où mon implication au sein de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec prend de l'importance. Je suis à même pour le constater et le vivre. Sur l'importance, comme vous le disiez, l'importance et je cherche le terme là, qui pourrait faire en sorte que les gens comprennent bien, en fait, pour que les téléspectateurs locaux de différentes régions puissent avoir l'information à qui ils ont le droit d'avoir. On sait, ici, évidemment, on est la seule télévision communautaire qui a survécu. Donc, peut-être l'image que j'aime utiliser, c'est le petit village gaulois, Vox ou MaTV maintenant, qui a pris l'ensemble de la population. Qu'est-ce qui différencie toutes ces petites télévisions communautaires-là à travers le Québec? Je dirais essentiellement la communauté, tout simplement. Qu'est-ce qu'on retient davantage? C'est que la communauté, elle, s'inscrit dans cette télévision communautaire-là et vice-versa. Ça, je vous dirais que c'est commun partout à travers le Québec. C'est les individus à l'intérieur de la télévision elle-même qui fait en sorte qu'elle a la couleur, plutôt sa couleur différente d'une région à l'autre. Mais le point commun, je vous dirais, c'est des gens passionnés généralement, je vous dirais en très grande totalité, et en très grande majorité, où c'est des gens passionnés qui travaillent au sein de la télévision communautaire pour la communauté, et la communauté, elle, fait interagir ou interagit avec cette télévision communautaire-là. Depuis 3 ans maintenant, vous êtes le président de la Fédération des télévisions communautaires autonomes. Qu'est-ce que la Fédération, et quel est son but justement, cette Fédération-là? La Fédération, elle, est là pour, en fait, défendre les intérêts, tout comme une autre association ou une autre fédération, mais de défendre les intérêts des télévisions communautaires autonomes du Québec, ce qu'on appelle un peu dans le jargon des TCA, télévisions communautaires autonomes. Donc, le travail constant, année après année, jour après jour, c'est de défendre les intérêts parce que les gens, les téléspectateurs, peut-être, ne vont pas tout le temps s'en rendre compte dans la mesure où la télévision communautaire est un peu comme la TCA est un peu subordonnée au câblo-distributeur, peu importe lequel. Ce qui fait en sorte que la Fédération, elle, doit défendre parfois auprès du CRTC, parfois auprès des câblos, des fournisseurs de services télé, aujourd'hui, pour justement garder ces acquis-là. Parce qu'il faut comprendre que les intérêts d'une entreprise privée ne sont pas les mêmes que nous, les télévisions communautaires autonomes, qui sont des organismes
sans but lucratif. On sait qu'il y a quelques années, en fait 2 ans, je pense, les gens de toutes les télévisions communautaires s'étaient présentés ici dans la région, là où est le CRTC, pour justement venir présenter leurs demandes au CRTC. Exactement. Plusieurs demandes, on sait qu'on est limité, ne serait-ce qu'au niveau de des annonces. On ne peut pas annoncer nos petits commerçants. Est-ce que vous avez l'impression que le CRTC entend ou est à l'écoute des demandes des télévisions communautaires autonomes? Il va nous écouter, je pense que oui, mais dans une certaine mesure, dans la mesure où on ne contreviendra pas en fait à la réglementation et sur la loi sur la radiodiffusion. Et je rappelle qu'on est toujours subordonné aussi au câblo-distributeur, au fournisseur de télé. Lui aussi va nous donner un peu de pression. Ce qui fait en sorte que parfois, ce n'est pas toujours simple d'essayer de se démarquer pour que les télévisions communautaires elles-mêmes puissent se démarquer dans tout ce paysage-là. Vous mentionnez, vous donniez l'exemple des annonces. La Fédération, elle a participé, a fait plusieurs représentations pour avoir droit à de la publicité. La seule chose qu'on a droit sur le canal communautaire, et c'est autant les télécommunautaires d'entreprise que nous, les TCA, c'est de faire de la commandite. Voilà. Et donc, l'argument principal de la Fédération sur ce dossier-là très précis, c'est que le CRTC n'oblige à aucun minimum de financement pour ces TCA. Ce qui fait en sorte que l'argument de notre côté, c'est de dire, bien, permettez-nous de faire de la publicité. Ce que le CRTC a catégoriquement refusé, mais en mentionnant que le CRTC s'attendait à ce que le fournisseur, l'EDR, participe financièrement ou aide financièrement un peu ces TCA. Et qu'est-ce qui vous amène cette semaine, en fait, là, dans la région de l'Outaouais, parce que vous êtes ici en tant que président de la Fédération? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Oui, j'y suis ici dans vos locaux comme président, mais j'y suis aussi comme représentant du Forum des bingos du Québec. Oui. Qui est la sous-association du secrétariat de bingo du Québec, où tous les organismes qui ont une licence, et les télévisions communautaires en font partie, souscrivent en fait à cette association-là. Et j'y suis dans le coin de Gatineau pour cette raison-là. Évidemment, je transporte mon rôle aussi de président par la même occasion pour défendre toujours, dans cette optique-là, de défendre les intérêts de nos membres, et particulièrement dans la grande région ici, parce que vous-même, vous avez un bingo. Et on sait qu'on est le seul qui reste à la télévision dans l'Outaouais. Un bingo qui vient d'être annulé là, complètement là, en personne, donc c'est difficile pour... Bon, tout à fait. Et ça, c'est une vague, et il y a un fort lobby, en fait, pour défendre, en fait, ces salles de bingo-là. Mais des fois, les gens ont tendance à oublier qu'il y a des bingos médias, et c'est une source de financement et d'autofinancement très important pour nos membres. Voilà. Alors, de là l'importance d'être toujours présent au moment où il y a des représentations quelconques pour défendre et appuyer, en fait, nos membres pour qu'ils puissent se développer pour les années à venir. Voilà. Et on sait que les citoyens sont attachés à leur bingo. Monsieur Casavant, merci infiniment. Ça fait plaisir. Alors bonjour, aujourd'hui pour la chronique communautaire, je me trouve en compagnie de Chantal Courchaine de la Maison de la Famille Vallée de la Lièvre. Bonjour Madame Courchaine. Bonjour Émilie. Alors parlez-nous tout d'abord de la mission de la maison, comment ça fonctionne ici? Bien, à la Maison de la Famille, il faut dire qu'elle est pignon sur rue depuis 92 et son but premier, c'est vraiment un lieu de rassemblement, un lieu d'entraide où les gens ont leur place à la Maison de la Famille. C'est un endroit pour échanger, discuter, venir chercher des trucs et se faire des amis. Donc, pour arriver à ça, vous donnez des ateliers parents-enfants, entre autres? Oui, on donne des ateliers parents-enfants. On donne aussi des ateliers tout simplement pour les parents. Donner des petits trucs au niveau de la discipline, au niveau des trucs au niveau du sommeil, des choses comme ça. Et on a aussi des ateliers dans les écoles qu'on appelle Papa de débrouille. On apprend à faire des collations santé. Et on a un atelier dédié uniquement à l'intimidation. Dans le fond, on donne des trucs aux enfants, quoi faire quand ça nous arrive et quoi faire pour l'éviter, évidemment. Et les cours de gardien-gardienne avertis. Donc, justement, ces cours-là de gardien-gardienne avertis, c'est vous qui les donnez? Oui, c'est l'équipe en place qui donne les cours de gardien-gardienne avertis. On les donne à la Maison de la Famille, mais on les offre aussi dans certaines écoles du territoire.
OK. Donc, vous avez également une liste de ces gardiens-gardiennes-là qui est accessible aux parents, si je ne me trompe pas. Oui, une fois que les enfants ont complété leur cours de gardien-gardienne averti, les parents qui sont intéressés peuvent laisser le nom de leur enfant pour qu'on puisse, dans le fond, en faire la distribution, afin que les jeunes puissent avoir des endroits où aller garder. Donc, tous les jeunes qui sont sur la liste ont suivi le cours de gardien-gardienne averti. On a évalué la maturité, évidemment, parce qu'un enfant qui n'a pas la maturité et qui peut avoir une note de 95 ne recevra pas sa carte. Parce qu'évidemment, c'est nous qui signons la carte. Donc, on veut s'assurer que les enfants sont aptes à le faire. Donc, les parents donnent l'autorisation pour que l'enfant puisse avoir son nom sur la liste et nous, on fait la distribution. Et pour avoir cette liste-là, comment on entre en contact avec vous? Dans le fond, vous téléphonez à la maison de la famille au 281-4359 et nous, mon adjointe Linda Pilote va se faire un plaisir de vous l'acheminer. Un autre volet que vous offrez, c'est l'Alte Garderie les samedis. Comment ça fonctionne, ça, ce programme-là? Dans le fond, c'est un programme qui s'appelle Samedi de jouer. Les enfants sont présents un samedi sur 2, en avant-midi ou en après-midi. Ils sont présents avec 3 éducatrices qui sont là pour faire de l'animation. Donc, c'est un petit répit pour les parents. Puis les enfants font des activités de stimulation en compagnie de les 3 personnes qui sont ici. Okay. Puis en terminant, vous avez bientôt une programmation qui sort. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre avec cette programmation-là? C'est la programmation du printemps. Donc, les inscriptions vont avoir lieu du 25 au 28 mars. C'est du lundi au jeudi, de 9h à midi et de 1h30 à 4h. Ce sont pour les programmes Les Frimousseries, Samedi de jouer, Tic-Tac-Toc, Amusons-nous, qui est un genre de prématernelle pour préparation à l'école, à l'entrée scolaire, pour les 4 à 6 ans. Et évidemment, il va y avoir aussi les cours de gardiens-gardiennes avertis qui sont offerts durant l'été. Fait à noter, ne pas oublier le bazar qui va avoir lieu le dimanche 5 mai de 9h à 14h au centre communautaire. Et tous les profits seront remis à la maison? La vente de tables sont remis à la maison. Puis les gens qui, dans le fond, qui font la location de table, les sous qui sont amassés ou des objets qui ont réussi à vendre, les sous leur demeurent. Parfait. Mais merci beaucoup, Mme Courchaine. Merci. Bonne journée. Alors voilà, c'était Émilie Charon-Pilote en compagnie de Chantal Courchaine et les petits Frimousses pour la chronique communautaire. Et pour parler sport, encore une fois cette semaine, on reçoit François Croteau. François, en fin de semaine dernière, s'est terminé le 51e tournoi national de Buckingham. Et cette fois-ci, je pense qu'il y a des équipes de la région qui se sont bien comportées. Oui, effectivement, il y en a beaucoup même, je pourrais dire. On va commencer en premier lieu là, avec le Midget 2B, les voisins de Papineau. Ils se sont inclinés en finale par le pointage, un match très serré par le pointage de 2-1 et ça en fusillade. Il faut rappeler aussi que le Midget 2B avait pu accéder à la finale justement en gagnant aussi en fusillade lors de leur match de demi-finale. Alors, c'est quand même une excellente performance là, de la part des voisins. Et il y a d'autres équipes aussi qui se sont illustrées, notamment de la région. Dans la tombe A, parce qu'on sait que c'était la classe A cette semaine, les Vikings d'Aylmer ont remporté la panne en disposant des Cougars de Gatineau par le pointage de 6-1. Aylmer a une très belle équipe là, au niveau de la tombe. Ce n'est pas leur premier succès. Au niveau Pee-Wee, c'est Mont-Laurier. On sait que Mont-Laurier avait gagné là, dans le Bantam et dans le Pee-Wee il y a 2 semaines. Au niveau du Pee-Wee, il l'a emporté 5-0 contre les représentants des Sharks de la Lièvre de Gatineau. Au niveau du Bantam, un match encore là, qui impliquait 2 équipes de la région. Les Patriotes de Gatineau l'ont emporté sur la Petite Nation par le pointage de 3-1. Et au niveau du Midget, c'est une belle victoire des citoyens de Hull, 4-1 contre Dollars des Ormeaux, une équipe là, du West Island de Montréal. Donc, encore une fois, un beau succès pour le tournoi. Rendez-vous l'an prochain pour la 52e édition. Oui. J'aimerais qu'on parle parce que les Mustangs qui sont revenus malgré qu'on est éliminé, on revient dans l'actualité. Match revanche ou match de reprise 28 mars? Effectivement, on peut le qualifier de match de revanche parce qu'on sait qu'après la première rencontre du mois de janvier, il y a beaucoup de... il y a en tout cas quelques représentantes là, de l'équipe féminine du Canada qui ont dit justement on voudrait vous rejouer, mais cette fois-là avec toute notre équipe. Alors, on a placé quelques appels parce qu'on savait qu'il s'en venait pour le championnat mondial qui va avoir lieu là, au début d'avril. Et on a réussi là, à s'entendre et malheureusement, la partie n'est pas à Buckingham, mais ça va jouer à Petawawa, à la base militaire.
jeudi le 28 mars à 19h30. Et les Mustangs aussi ont pensé aux supporters. Et il y a un moyen là, de réserver des places à bord d'un autobus, naturellement si on a assez de monde. Et pour ce faire, il faut passer par la page Facebook des Mustangs. Les informations sont là. Pour vous donner une idée, l'autobus part à 16h30. C'est un trajet de 2h30 environ de Buckingham. Et la partie est à 19h30, comme je l'ai dit. Le coût est 25 et il n'y a pas d'admission là-bas à Petawawa. Peut-être spécifier qu'on parle bel et bien de l'équipe nationale féminine, on l'a pas mentionné tantôt. C'est habituellement la Coupe Dodge en avril et les Mustangs qui habituellement participent. Est-ce qu'on est là cette année? On n'est pas là parce que, en fait, on ne participe pas là, de façon régulière. Et on ne sera pas là non plus cette année. Il y a eu une réunion au début de l'été entre les entraîneurs des 4 équipes là, de l'Outaouais, c'est-à-dire Chaville, La Pêche, Papineauville et les Mustangs. Et à ce moment-là, étant donné qu'on prévoyait être en série éliminatoire, on a dit qu'on laissait faire. Et à ce moment-là, Hockey Outaouais a décidé de dépêcher le gagnant dans le Junior C de La Pêche qui va rencontrer les Vikings de Papineauville. Sauf qu'en quelque part, c'est un peu dommage là, pour les joueurs parce que je regardais l'an dernier les scores de La Pêche. Ils ont eu une fiche de 2 victoires, 2 défaites, mais leurs 2 défaites, c'est 9-1, 12-2. Alors, naturellement, ce sont des équipes de calibre C, je ne veux rien leur enlever, mais... on n'est pas du même calibre. C'est ça. En tout cas, ça ne sera pas pour cette année, mais j'imagine que pour les années futures, là, oui, il y aura quelque chose. On parlait maintenant des Jeux du Québec qui se sont terminés en fin de semaine dernière. Belle récolte pour l'Outaouais. Ah, effectivement, c'est la 3e meilleure récolte. Ça s'est soldé là, avec 43 médailles au total. Ça nous a permis d'accéder à l'Outaouais au 6e échelon des régions. Et c'est quand même un excellent résultat. Il faut mentionner là, les disciplines qui ont rapporté là, quand même le plus de médailles. On a eu 16 médailles en gymnastique. On émerge là, comme une force. 8 en karaté. On sait qu'ici, le karaté là, dans l'Outaouais, effectivement. Et 6 en ski de fond, c'est quand même excellent. Et 4 en badminton. Encore là, le badminton, là, c'est quand même une discipline là, fort populaire ici. Et on sait aussi qu'on avait une équipe au niveau du curling là, qui avait des représentants là, de Buckingham ou des alentours. Malheureusement, ils n'ont pas pu se classer pour les semi-finales, mais on les félicite quand même de leur performance. Donc, l'équipe la plus améliorée aux Jeux du Québec. Ouais. Rapidement, on parle curling. On a 2 nouvelles de curling la semaine dernière. Jean-Michel Ménard qui était au Brier, ne s'est pas qualifié. Non, malheureusement, on sait que lorsqu'on s'est quitté jeudi dernier, là, il présentait une fiche de 6-2, mais il lui restait à affronter là, les têtes de série. Et il a terminé le tournoi avec une fiche de 6-5. Alors malheureusement, il n'a pas pu faire le carré d'as. Et c'est Jacobs, le quatuor de M. Jacobs, contre toute attente là, du nord-ouest de l'Ontario, qui a remporté le Brier. Alors, ça a été quand même un tournoi excessivement relevé. J'ai pu voir à la télévision là, le match de finale, c'était excellent. On reste dans le monde du curling, au championnat canadien senior. C'est un quatuor, en fait, juste d'à côté de chez nous qui va représenter le Québec. Oui, c'est le quatuor de Tursault qui est composé de Catherine Déric, Sylvie Daniel, Chantal Gadois et Cheryl Morgan, qui ont remporté là, de façon spectaculaire le championnat provincial. Donc, ça leur permet de se qualifier là, pour le championnat canadien senior qui se déroule à compter de samedi à Summerside. Alors, les gens doivent connaître ça, c'est à l'île du Prince-Édouard. On sait que c'est une très belle région. Et je reviens un peu là, sur la façon dont ils se sont classés. Ils perdaient 7-3 après 6 bouts et ça a pris un bout supplémentaire. Ils ont gagné 11-7. Alors, et l'enjeu du championnat canadien senior, c'est de pouvoir se qualifier pour les championnats mondiaux de 2014. Et on sait que ici à Buckingham, Mme Charette avait réalisé l'exploit en 2000. Alors, meilleure des chances. Voilà, François. Écoutez, on aurait pu parler de basketball parce qu'on a un athlète de région qui est nommé athlète de l'année ou recrue de l'année. Mais malheureusement, c'est tout le temps dont on disposait. On va se revoir évidemment la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Alors, c'est ce qui complète notre bulletin pour aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine, mardi prochain. On va évidemment suivre toute l'actualité, espérant être en mesure de vous donner des nouvelles de Buckingham en fête. Mon nom est Michel Pilote.
Au nom de toute l'équipe, bonne fin de soirée sur nos ondes.